Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans la voie des Gémeaux cœur, le podcast où le sort vous est favorable. Redécouvrez avec nous l'univers Hunger Games, chapitre par chapitre. Bonjour tout le monde, nous sommes comme toujours ravis de vous retrouver pour continuer à décortiquer Hunger Games. Cette fois-ci, on s'attaque au chapitre 8. Je suis Amandine et je suis toujours en très bonne compagnie puisque j'ai à mes côtés Claire. Salut. Arwen. Hello. Et May. Bonjour, bonjour. Comment vous allez les filles ? Est-ce que vous vous êtes remises des émotions de la dernière fois et des exploits de Katniss ? Écoute, oui. Oui. Ça va super, et toi ? Ça va aussi. Aujourd'hui, Claire et Arwen nous résument le chapitre. May nous parlera d'un personnage surprise ou d'une surprise après le résumé. Quant à moi, j'interviendrai entre autres pour vous parler du film. En fin d'épisode, nous lirons quelques commentaires de nos auditeurs, donc restez jusqu'au bout. Et je vous réserve également une surprise qui vous plaira, je l'espère. J'en suis plutôt fière. Trop hâte de savoir. Oui, parce que j'ai teasé les filles, mais je voulais leur réaction en direct, entre guillemets, donc elles ne savent rien. C'était vraiment un mini teasing. En mode, j'aurais préparé une surprise, je n'en dis pas plus. Ça fait des jours qu'on dort pas. On avance pas, on prépare. J'espère qu'avec toute cette attente, ça va vous plaire, que ça va pas retomber comme un soufflet, tu sais, genre, ah bah d'accord, c'est tout. C'est tout, bah, c'est nul ce que tu nous prépares. Bon, bah d'accord, pardon. Non, te connaissant, on est sûr que ça sera un truc de qualité. Ah, merci. Avant de continuer, on vous rappelle que nous spoilons allègrement l'ensemble de la saga, c'est-à-dire la trilogie et les préquels. Si vous ne voulez pas entendre des éléments de l'histoire que vous ne connaissez pas encore, c'est le moment de vous plonger dans un bon bouquin et de revenir nous écouter ensuite. Et bien sûr, si les spoils ne vous font pas peur, vous êtes les bienvenus. Pour rappel, nous nous sommes arrêtés au moment de la démonstration des aptitudes des tribus devant les juges. Et plus précisément au moment où Katniss, agacée par le piètre intérêt, voire le désintérêt total des juges envers elle, a décidé de tirer une flèche droit sur la pomme que tenait dans sa gueule le cochon rôti qui faisait office de repas aux juges. Puis elle les a salués et est partie sans demander son reste. Que se passe-t-il ensuite ? Découvrons-le sans plus tarder avec Claire. Alors que Katniss sort de sa séance privée avec les juges en rage et prête à éclater en sanglots, elle remonte à ses appartements. Elle ignore les autres dans la salle à manger pour s'enfermer dans sa chambre et pleurer. Pour elle, tout est fichu. Elle a ruiné toutes les maigres chances qu'elle avait en tirant une flèche sur les juges. Notons quand même qu'elle précise qu'elle ne voulait tuer personne, parce que si ça avait été le cas, il y aurait bel et bien eu un mort. Déjà, j'aime bien son assurance sur le fait que qu'elle n'aurait pas manqué si elle avait voulu tuer quelqu'un. Alors que le chapitre précédent, elle voulait pas dire qu'elle était bonne à la chasse, qu'elle se demandait est-ce que c'est vrai ou pas ? Ouais. Et là, elle est en mode oui, évidemment, je l'aurais eu. Mais même dans celui-là, elle dit ouais, je comptais que le fait de savoir tirer à l'arc, ça allait me donner un 6 ou un 7, mais dans quel monde ? Mais c'est clair. Alors moi, j'ai noté un truc sur ce petit passage-là, c'est la façon dramatique qu'elle a de remonter dans sa chambre en courant et claquer la porte avant de s'effondrer sur son lit. Et je me suis dit, mais est-ce que quelqu'un a déjà fait ça pour de vrai ? Parce que dans toutes les séries, les films d'ados, même les livres, t'as forcément la scène où l'ado va sauter dans son lit en pleurant à chaudes larmes. Et je me suis dit, mais moi j'ai jamais fait ça. Écoute, moi je suis un peu une drama queen, donc oui. Si j'avais claqué la porte, je pense que mes parents auraient pété un câble. C'est clair, moi aussi. Et toi, Amandine, alors ? Je pense pas avoir fait ça. Non, moi, je suis toute seule, écoutez. Claire, la drama. Totalement.
Je voulais dire aussi, moi j'aime bien voir la fragilité de Katniss, parce que ça la rend un peu plus humaine, entre guillemets. Je trouve qu'elle fait beaucoup de peine au début de ce chapitre. En fait, on a souvent... on oublie souvent qu'elle a que 16 ans. C'est encore une enfant. Oui. C'est vrai. On la surestime beaucoup, mais elle est aussi, elle est aussi fragile, quoi, et c'est normal. Puis la pauvre, elle va porter tout le poids des rebelles sur ses épaules, quoi. Enfin, pas encore, mais oui. Oui. Là, pour l'instant, elle va porter tout le poids de sa survie sur le dos. Et celle de sa famille, déjà. Oui. C'était déjà beaucoup. Mhm. Du coup, ça me pose un peu question. Ils sont où les pacificateurs à ce moment-là? Parce que ça me paraît un peu gros de laisser des tribus armées face à des personnes haut placées, surtout quand on voit la répression des tribus dans le lever de soleil sur la moisson, où la moindre bagarre pendant la session d'entraînement est violemment réprimée. Et moi, je me dis, finalement, est-ce que c'est pas ça la plus grosse erreur des game makers, de lui avoir laissé un arc et des flèches? Parce que, bon, même dans le deuxième, elle en trouve, il me semble. Mais tu veux dire par là que l'arc et les flèches, c'est trop facilement une façon d'atteindre les juges? Bah, quand même, ouais. Ouais, mais je pense que s'il y en a un, il est doué avec un lancer de hache, ça le fait aussi. Même un Ah, lancer mais je de sais couteau pas, je me tout bête. dis, est-ce qu'ils l'ont sous-estimé à ce point-là? Ils se sentent aussi invincibles que ça? Ouais, je pense, oui. Ils ont très confiance en leur lavage de cerveau sur les tribus. Je suis d'accord avec Amandine. Bah, on voit que ça a ses limites quand même, du coup. Bah oui, forcément, au bout d'un moment, ça marche plus. Hein. Bah ouais, c'est ça. Bah, et puis ça fait peut-être un moment quand même où il n'y a pas eu de grosses conséquences par rapport aux tribus, parce qu'on voit dans le lever de soleil sur la moisson où Emmett, il a carrément toute sa famille qui est brûlée dans la maison, ou même le tribu qui essaie de se sauver, là, Woodbine Chance, Ouais. qui se fait tuer en pleine rue en courant. Et là, c'était vraiment ancré dans les mémoires, mais peut-être qu'à l'époque de Katniss, c'était tous des petits moutons qui écoutaient, donc il n'y avait peut-être plus trop de grosses sauvageries comme ça en plein public. C'est possible. Je rebondis sur ce que disait Amandine juste avant, le fait qu'ils comptaient beaucoup sur leur soumission. Quand tu l'as dit, en fait, ça m'a rappelé justement dans le deuxième préquel, celui d'Haymitch, où Plutarque demande ouvertement à Haymitch mais en fait, là, qu'est-ce qui vous empêche de tous vous rebeller et de tuer tout le monde, en fait, pour vous en sortir? Et alors que techniquement, ils avaient le poids avec le nombre, les armes à disposition et tout. Tout ça pour dire la même chose qu'Amandine, en vrai, qui compte beaucoup sur leur soumission implicite. Je sais pas si c'est le bon mot. Ouais. Oui, un peu ça, ouais. Katniss se demande quel sort lui réservent les juges. Est-ce qu'ils vont l'exécuter, faire d'elle une muette? Puis ses pensées se tournent vers sa famille. Elle est destinée à mourir dans les jeux, mais il pourrait très bien se venger sur sa mère et sa sœur. Un autre parallèle avec l'histoire d'Haymitch, qui a, du coup, comme on vient de le dire, qui a littéralement vu tous ses proches être assassinés après sa victoire. Mais ce que je trouve un peu étonnant, c'est qu'elle trouve inconcevable qu'il tue sa famille, dans le sens où elle pense à la prison et au fait de mettre prime dans le foyer communal, mais elle se dit, ils vont peut-être pas les tuer quand même. Et c'est exactement la question qu'on s'est posée juste avant. Bah, moi, je suis pas... Enfin, c'est marrant parce que moi, ce passage-là m'a marqué différemment, vu que juste après, elle dit « Et pourquoi pas? Pourquoi se gênerait-on » Après avoir dit « Non, on n'oserait pas les tuer quand même ». Elle se dit quand même pourquoi ils se gêneraient. Du coup, pour moi, c'était sous-entendu, ouais, elle est bien consciente qu'ils sont capables de faire ça. Ah, j'avais pas compris ça comme ça. Ouais, moi j'ai compris comme Amandine. Moi aussi. Bah écoutez, j'ai mal lu. Excusez-moi. Bon. Et je rajoute un truc, j'avais noté que là, à ce moment-là, Katniss, elle est encore à l'écart des manigances du Capitole, elle sait pas tout ce qui se trame derrière, et pourtant, elle est déjà capable de sentir ce que le Capitole est capable de faire pour punir un tribut, qui mérite une punition ou quoi que ce soit, elle a quand même déjà le truc en elle, quoi, Ouais. de se dire, ils peuvent faire ça s'ils veulent. Ouais, elle est très consciente de ce qui se passe. Et moi, je me suis demandé,
Et si les Game Makers s'étaient vengés du coup de folie de Katniss et s'ils avaient tué sa famille, ça aurait eu quel impact sur le reste de la saga et de l'histoire? Est-ce que du coup, elle serait devenue une rebelle plus rapidement vu qu'il n'y avait plus rien qui la retenait? Est-ce qu'elle aurait juste pété un câble? Ah ouais, elle aurait pété un câble. Est-ce qu'elle aurait abandonné parce qu'elle n'a plus rien... Elle aurait plus envie de se battre? Je sais pas. Tout en même temps. Ouais, c'est une bonne question. Moi, je la vois bien abandonnée. Mais... Ouais, je suis d'accord. Parce qu'au final, vraiment, ce qui la tient au trip, c'est le fait de sauver sa famille à chaque fois. Donc si elle a plus de famille, très bonne question. Peut-être qu'elle, si elle a plus sa famille, peut-être qu'elle se lancerait peut-être aussi plus facilement, mais elle ferait des trucs complètement inconscients. Elle irait défier Snow directement et mourrait bêtement en fait. Ouais. Ouais, je vois bien comme ça. Les heures passent, Haymitch et Effie tentent de venir la voir, ce qu'elle refuse, puis Katniss finit par se calmer. Les gardes ne viennent pas, et elle se dit qu'ils ont encore besoin d'elle dans son rôle de tribu, avant de la tuer publiquement pendant les jeux. Elle se prépare mentalement à récolter un score très bas suite à sa performance, pour qu'elle n'ait aucun sponsor sur qui compter. Le score qu'évoque Katniss est en fait un passage habituel des Hunger Games. Les juges, suite à la session privée, donnent un score de 1 à 12 aux tribus, 12 étant la meilleure note possible, et cette note peut directement influer sur la volonté des sponsors de parrainer, entre guillemets, certains tribus. Alors moi je me suis demandé, bon c'est peut-être un peu bête et un peu... un peu con, mais pourquoi les notes sont sur 12? J'ai trouvé ça étrange. Alors je me suis demandé si, parce qu'en France on fait pas trop ça, et je me suis demandé si c'était un système de notation utilisé aux États-Unis, mais j'ai fait quelques recherches et aux États-Unis c'est plutôt en général un système de lettres A, B, C, D, etc. Donc je sais pas pourquoi ce système sur 12. Bah, moi, je me suis juste dit que c'était par rapport au nombre de tribus, de districts. Ouais, pareil. D'accord avec moi. Genre 12 pour être avec le même nombre de districts. Bah ouais, mais c'est pas... ils sont pas triés de 1 à 12. Ouais, Tu c'est vois, vrai il y que a ça aurait pu être plusieurs- ça. Donc, Ouais, c'est peut-être juste pour faire un écho. Un petit rappel, ouais. hmm. Mais c'est vrai que ça aurait été encore plus vache de forcément leur donner un nombre entre 1 et 12. Bah oui, à la limite, du coup, voilà. Bah, en 24, du coup, puisque Ouais, de il y les a classer, 24, ouais. tribus. Ouais. Oh, ça serait horrible. Mais là, du coup, je vois pas le but du 12. En Je même sais temps, c'est arbitraire aussi de dire que c'est forcément sur 10 ou sur 20. Puis je me dis, le fait de les classer, si ça avait été le cas, ça aurait un peu biaisé tout ce qui est Paris. Que là, c'est un peu libre interprétation de chacun à... je sais pas. Ouais. Avoir un haut score n'est pas forcément synonyme de victoire, puisqu'ils sont des cibles privilégiées au début des jeux. Il y a quelques années, un garçon qui n'avait reçu qu'un 3 à l'entraînement s'est révélé vainqueur. On connaît également d'autres tribus qui ont reçu un score très bas et qui ont pourtant gagné. Est-ce que vous vous souvenez de qui c'est ? J'en ai une. Non, j'en ai pas. Et Mitch, peut-être ? Johanna. Mads, non? Bah moi j'en ai que 2 aussi. J'ai Haymitch et Johanna. Oh. Haymitch il a eu 1. Je crois que c'est le seul qui a eu un score aussi bas à notre connaissance. Je me souvenais même pas de son score. Oui, moi non plus, j'ai dit ça au pif. Je crois qu'il nous mentionne genre que vraiment avoir un 3 c'est vraiment que t'es un loser quoi. Mais c'est généralement un des scores les plus bas qui sont donnés. On donne pas trop en dessous si je me souviens bien. Je me rappelle plus pourquoi Mitch il a eu le droit à un 1. Bon, il a rien fait. Restez avec nous pour le redécouvrir. Ça sera dans quelques années. Je pense qu'on a encore un moment, oui. Mais de mémoire, il a juste dit ouais, moi j'ai une super alliance. Et il a rien montré du tout. Je crois que c'est pour ça. Enfin, du coup, c'était un peu mérité parce qu'il est censé montrer ses skills et le mec il est arrivé, il a dit non, je montre rien. Ouais. Mais je pense qu'il avait pas fait un pied de nez un peu genre vous allez faire quoi. Mais bon. Après, je sais pas si on a les scores, enfin, si on a les scores de beaucoup de vainqueurs à part eux. J'ai regardé un petit peu. On a des scores. On a des scores dans les Hunger Games.
de manière Oui, générale voilà, dans la saga. des sessions. Mais j'ai pas beaucoup de scores à part le 3 qui est mentionné là. On a Johanna qui a eu un score qui était bas apparemment, mais c'était c'était fait exprès. Stratégie, ouais. Ouais. Et moi, j'ai noté que du coup, par rapport à ce passage, que c'était drôle parce qu'on avait déjà la réponse, ou du moins des indices par rapport au futur score de Katniss. Parce que c'est bien précisé que quelqu'un qui a un 12, c'est pas forcément le bon plan, parce que c'est ceux qui vont se faire tuer les premiers. En gros, score élevé est égal premier tué, et score bas, pas de sponsor. Donc généralement, si tu te retrouves sur une fourchette moyenne, t'es plutôt bien placé. Et du coup, là, on a à l'avance, enfin, on connaît à l'avance le choix stratégique du Capitole envers Katniss. C'est même pas, elle a un score bas pour faire genre, elle va être invisible, c'est non. On lui donne un score haut pour qu'elle se fasse tuer direct. Ouais, c'est lui mettre une cible sur la tête. Oui, Ouais. j'allais dire. Et là, on nous met vraiment des petits indices comme ça en parlant d'autres personnes, quoi. Ouais, c'est bien fait. Ils le refont en plus dans le deuxième où ils leur donnent des 12 exprès. Lorsqu'Effie tente une nouvelle fois de venir la chercher pour le dîner, Katniss se décide à sortir. Elle ne pourra, quoi qu'il arrive, pas garder le secret sur ce qui s'est passé, même si l'idée de décevoir Cinna et Portia ne lui plaît pas. Moi, j'ai juste trouvé que c'était une belle marque de reconnaissance, que Katniss se sente coupable et gênée d'avoir ruiné l'avantage que lui ont donné Cinna et Portia lors de la parade. Je trouvais ça mignon. Ouais, c'est vrai. Elle a beau être une sale gosse, mais parfois, elle fait des trucs bien. Et elle pense des trucs bien. Un point pour Katniss. Ouais, ah oui, un point pour Katniss. Une fois le repas entamé, Haymitch met les pieds dans le plat. Pas au sens littéral, mais... À quel point ont-ils été mauvais aujourd'hui? Il aurait tellement pu faire ça. Pardon. Et Mitch bourré en train de mettre les pieds sur la table. Surtout qu'on a déjà eu un plan sur ses pieds. Dans le train. Oh non, pardon. Ah, maintenant, je le vois comme les hobbits, quand ils sont dans la taverne et qui dansent sur la table. Allez hop, un petit pied dans le plat, nickel. Pardon, on a ruiné ta séquence. Un mix chez Pipin. Pipin ou Sam? Un des deux. Non, c'est Pipin et Mary qui dansent sur la table. Ah oui, Mary, pardon, je pense à Mary. Ouais. Peter raconte qu'il a fait ce qu'il a pu. Il a lancé des charges lourdes à travers le gymnase sous le non-regard des juges, trop occupés à entonner des chansons à boire. Ils ont vraiment aucun respect pour les tribus. Mais vraiment, ils me sortent par les yeux, eux. Ah, moi, je me souvenais plus du tout que les Game Makers, ils chantaient pendant la session de Pita. Je trouve ça incroyable. C'est vraiment horrible, quoi. Et du coup, ben, c'est ce qu'on disait avant. Ça va faire le lien. Moi, je les imaginais en train de boire et de chanter Il est de Il a lancé sa boule comme les autres. Les gars, ils sont tranquilles, ils ont vraiment pas de respect pour ceux qui risquent Enfin, ceux qui vont mourir. Et je me demande s'ils ont fait pareil pour les autres districts ou si c'est vraiment parce que c'est le 12 et que c'est la fin, ils en auront ras le bol. Un peu des Je deux, pense je que c'est pense. parce que c'est la fin. Je pense qu'ils sont là juste pour encaisser un chèque et du coup ils Ouais, font c'est pas trop clair. leur job. Ça se trouve, ils sont plus attentifs dès le district 4. Pardon, je t'ai coupé. Non, t'inquiète. Je me disais, ça se trouve, eux, pour eux, ils travaillent une fois dans l'année et c'est l'occasion de faire une grosse bringue avec leurs potes. Tant pis pour les autres qui assurent place, quoi. Bah, c'est dit, il me semble que ça ressemble à une grande réunion. Je sais plus quand est-ce que c'est dit. C'est pas pendant qu'elle passe? Peut-être, ouais, mais tu sais, elle dit, on dirait que c'est des retrouvailles, quoi. Enfin bref, ils abusent. Hein. Et deuxième chose que j'ai notée, c'est une légère différence entre la VO et la VS. Et la VF, pardon. Parce que dans la VO, Katniss dit que Peeta was provoked too. Et en VF, c'est lui aussi a été méprisé.
Et donc, je trouvais que ça faisait plus agressif en VO, avec le fait de vraiment provoquer, alors que ça fait plus passif en français. Je trouve que c'est un peu plus compréhensible, que ça la rassure qu'il ait été provoqué aussi, plutôt que juste méprisé. Parce que là, justement, je me faisais la réflexion quand je lisais, je me dis, c'est pas très gentil ça, Katniss, alors que quand tu vois que c'est plus une question de provocation, je sais pas, je trouve que c'est un peu plus sympa de sa part. Au tour de Katniss de s'exprimer. Elle annonce avoir tiré une flèche sur les juges, et devant les regards stupéfaits de son équipe, elle raconte son passage sur un ton de défi. J'adore la réaction des filles sur ce passage, où elle est là en mode « Tu as fait quoi ?» Elle est outrée comme pas possible, c'est super drôle. Et moi, j'ai noté que là, Mitch, quand il lui demande, il l'appelle Sweetheart. Et devinez quoi? C'est le petit surnom qu'il donnait à Luella. Ouais. Donc je me suis demandé, est-ce qu'il fait déjà le lien entre les deux ou pour l'instant c'est encore ironique à ce moment-là? Je sais pas. Je pense qu'il y a un lien. Je pense Ouais, aussi. bah oui, parce qu'elles se ressemblent, non? Il n'y a pas une histoire où elles se ressemblent physiquement? Si, justement. Bah oui, elles viennent de la veine. Ouais, et dans la continuation de ce que tu dis, j'avais noté aussi que le chéri, la façon dont il dit chéri, ça énerve Katniss. Mais du coup, maintenant qu'on a lu le préquel, on n'est pas énervé après Mitch quand il l'appelle comme ça. Ça résonne différemment. Hein. Mais oui. Ouais. Elle s'inquiète du fait qu'elle puisse se faire arrêter, mais Haymitch la rassure. Elle serait trop dure à remplacer à ce stade des jeux, et que sa famille ne craint a priori rien, tant que rien ne sort du centre d'entraînement, mais confirme qu'ils lui feront sûrement payer une fois dans l'arène. Mais mon Dieu, mais on vient juste d'en parler. Mais cette phrase, ce ne serait pas évident de te remplacer à ce stade, ça fait complètement écho à Luella. Parce qu'elle a été remplacée. Ouais, et Mitch, il a vu 2 remplacements. Enfin, il a lui-même remplacé Woodbine Chains, j'arrive pas à le dire. Ouais, c'est dur. Et Luella, après, je trouve ça fou, cette phrase placée comme ça. Je crois que c'est la première fois que je la relis depuis que j'ai lu Lever de soleil sur la moisson, et quand j'ai vu ça, je me suis fait mais Luella. Mais en plus, il dit que ce serait difficile de la remplacer, mais finalement non, parce que Luella, ils l'ont bien remplacée après avoir été moissonnée et quelques temps après quand même. Bah, je pense, alors si on dit que Bah, tout était prévu, ouais. c'est que là il dit ça parce qu'on a bien vu son visage justement, on a bien vu le visage de Katniss pendant la parade, et donc bah oui, là ça serait compliqué de la remplacer maintenant, alors que Luella, au moment où elle est remplacée, les gens n'ont pas trop vu son visage de loin. Pas trop eu le temps de la voir. Ouais. Il y a ça, et il y a aussi le fait que tous les autres tribus l'ont vue pendant les 3 jours d'entraînement, et ils peuvent pas la confondre avec une autre. Ouais. Et moi, ce qui m'a un peu perturbée aussi, j'ai mis un propre cœur. C'est parce que je savais pas de quoi Amandine allait parler, du coup je me suis dit, je le mets juste là comme ça. Je comprends pas qu'il lui ait pas fait plus payer une fois dans l'arène. Genre elle s'est pas fait attaquer par des belettes, elle s'est pas fait, je sais pas, tu vois. Bah, ils lui ont balancé des boules de feu. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Oui, mais c'est pour la ramener vers les autres. Ouais. Bah ouais. Parce que s'ils avaient vraiment voulu la tuer, je pense qu'ils auraient fait une dinguerie encore plus grosse. Genre envoyer des chiens mutants avec les yeux des anciens tribus morts, par exemple. Par exemple. Ça, je pense qu'ils l'auraient gardé à la fin, quoi qu'il arrive, pour les derniers... Oui. Contre toute attente, Haymitch réussit à lui remonter le moral en lui posant plus de questions. Ils se mettent à rire de leur réaction, notamment d'un certain juge tombé dans un saladier de punch. Je voulais faire un premier point comparaison avec les films, parce que déjà, il n'y a pas tout le moment où elle va pleurer dans sa chambre, il n'y a pas du tout ça dans les films. Au moment en fait où Katniss remonte après sa session, on est directement ils savent déjà ce qu'elle a fait, et Effie est en train de lui passer un savon quand Haymitch arrive, et Haymitch il est direct en mode bien joué, elle fait un pouce en l'air.
Tout le monde vrai. rigole. Avec Je- son j'aime- petit sourire en coin. Ouais. J'aime bien ce moment et parce que Emmett, il a la même expression qu'il a dans le livre en mode ils ont fait quelle tête après juste pour rigoler et détendre l'atmosphère. J'aime bien ce moment. Et moi, j'ai un message pour toi, Claire. Je rêve d'une illustration avec le juge le cul dans le saladier. Voilà. Alors là, tu me demandes un truc. La requête Comment je vais faire ça? Quand j'ai lu le passage, je me suis dit il faut que Claire elle nous fasse un super dessin. Je crois que j'ai une idée. Attends, je vais me noter. Hop, je me fais un petit croquis là sur le côté. Zoup. Voilà, il est dans son truc, dans son cocktail. Hop, c'est bon. C'est noté. La commande est passée. Est-ce que vous vous souvenez de quel juge qui est tombé dans le... Oui, je me rappelle dans parce le que tu nous l'as papier. dit. C'est vrai, je vous l'avais déjà dit. Je crois que tu l'as déjà dit, oui. C'est peut-être moi qui l'avais dit. C'est plus tard. Enfin, quelqu'un l'a dit, oui. Ouais, c'est plus tard. C'est super drôle. Bah, c'est surtout drôle après quand elle le rencontre après et qu'elle Ouais. se souvient que c'était lui. Mais je suis contente qu'il ne l'ait pas mis dans le film parce que ça aurait vraiment eu un trait beaucoup trop comique par rapport au film, en fait. Oui, c'est vrai. Bah, ça dépend comment c'est fait après. Parce que là, je l'imagine vraiment les fesses coincées dans le saladier. Puis il remue les mains, il remue les bras et les jambes comme une tortue sur le dos. Même chercher. Alors qu'elle s'inquiète de son score, Portia la rassure. Seuls les plus gros scores ont de l'importance, et on peut croire qu'elle a caché ses véritables capacités, car c'est une stratégie parfois utilisée dans les jeux. Pita est aussi très négatif sur sa performance et s'imagine recevoir un 4, le pauvre. Bichette. Mais ça finit de rassurer Katniss, encore une fois, qui entame enfin son dîner. Oui, tu l'as pas précisé, mais moi je tenais à donner un petit point à Effie quand même. Parce que quand Katniss raconte son histoire, elle râle après les Game Makers parce qu'ils n'ont pas fait leur travail. Oui. C'est vrai. C'est vrai que je trouve qu'on commence quand même à voir un petit peu son côté rebelle, quoi. Elle dénonce. Elle aime pas la justice, Effie. Elle aussi, elle met les pieds dans le plat. Tant qu'elle fait pas comme le juge, elle met pas les pieds dans le punch. Les fesses dedans. Mais c'est vrai que je trouve... Je l'ai pas précisé là parce que j'ai essayé de rester condensée. Mais je trouve ça chouette aussi, ce passage des filles qui fait un peu plus preuve d'humanité que d'habitude. Mhm. C'est un peu la daronne du groupe. Ouais. Clairement. C'est vrai. Elle dispute Katniss quand elle est mal élevée, quand elle fait ci, quand elle fait ça. Mais à l'inverse, quand on leur fait quelque chose à eux, elle n'est pas contente non plus. C'est ça. Merci Claire pour le résumé de cette partie riche en émotions. Arwen, je te laisse prendre le relais pour la suite. Maintenant qu'ils sont rassasiés et que Katniss n'est plus en panique totale, ils passent au salon pour découvrir les scores des tribus à la télé. Les tricheurs, les carrières obtiennent tous entre 8 et 10, tandis que le reste des tribus sont plutôt en moyenne à 5. Mention spéciale pour Rue qui, malgré son jeune âge et sa petite taille, a décroché un 7. Vous pensez qu'elle a fait quoi pendant sa session privée, la petite Rue ? Juste de l'escalade et du lancer de fronde ? Moi, je l'imagine bien faire principalement de l'escalade, oui, et aussi des sauts et bondir de partout dans la salle, un peu en mode parcours. Moi, je me demande s'il n'y avait pas aussi la reconnaissance des plantes et du terrain. Parce que ça peut être quand même vachement utile. Et que, en fait, son score, elle aurait pu avoir un beaucoup plus haut score, mais qu'il a été baissé parce qu'elle a que 12 ans. C'est possible, Ouais. ouais. Je sais pas ce qu'elle a fait, mais ça m'intéresse de savoir. J'aimerais bien savoir aussi. Hello, Suzy. S'il te plaît, envoie-nous un mail pour nous donner les infos. Oh, j'ai hâte qu'on lance le bingo. Vient enfin le tour du district 12.
Pita obtient un honorable 8. On est d'accord que c'est honteux, il aurait dû avoir au moins un 13. Au moins. Au moins. Katniss, qui s'attendait à avoir la pire note, a la surprise de sa vie puisque les juges lui ont attribué un 11. Ça fait un peu réaction de première de la classe qui dit « Oh non, j'ai raté mon évaluation, je vais avoir une mauvaise note !» Et après, « T'as eu combien ?»« J'ai eu 19. » Oh non, j'ai eu qu'un 18. Toute l'équipe la félicite, même si Katniss a du mal à y croire. D'après Mitch, les juges ont dû apprécier son caractère. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois pas qu'apprécier soit le bon terme. Bah, moi, je pense que justement, si. Parce que les organisateurs, ils veulent forcément des personnages qui crèvent l'écran. Et c'est de la télé-réalité, quoi. Et Du spectacle. du coup, ouais, voilà. Et ils peuvent pas choisir qui se fait moissonner. Donc, ils ont pas le choix de faire avec le cru que lui offre le tirage au sort. Ils peuvent pas choisir. Ouais. Ouais. On se demande. Mais du coup, je pense qu'ils se servent des démonstrations pour mettre en avant, oui ou non, les personnages qui vont faire vraiment du tonnerre dans l'arène. Et du coup, là, de voir Katniss qui, allez, commence à péter un câble, vous me regardez pas, je vous tire dessus. Là, ils se sont dit, il y a un petit potentiel de spectacle là, hein, on va s'amuser. Hein. Ouais. Donc je me dis que si, ils ont peut-être apprécié justement pour son sale caractère. Mais sans se douter qu'elle va vraiment déborder. Le sale caractère va... Après vraiment, le choc passé, ils se disent que ça peut être de la bonne télévision, quoi. Oui, c'est ça, je pense que c'est exactement ça. Et comme on disait tout à l'heure, ils se sentent tellement surprotégés et intouchables qu'ils n'ont pas idée qu'elle pourrait vraiment être dangereuse pour le coup. Ouais. Sinon, on profite pour lui glisser qu'il a hâte qu'elle voie la robe qu'il a préparée pour son interview et laisse planer le suspense. Katniss et Pita se félicitent également, même si apparemment il y a du malaise dans l'air, avant d'aller se coucher. Le lendemain matin, Katniss se réveille en pensant à Gale. Évidemment. C'est dimanche et ils ont l'habitude de passer leurs jours de repos à chasser, cueillir et faire du troc. Elle se demande donc s'il est déjà dans les bois. Même s'ils peuvent se débrouiller tout seuls, c'est plus simple en équipe, voire, je cite, même agréable. Je fais une petite pause, juste pour rappeler à tout le monde le chapitre 1, où Katniss nous dit que non, elle est jalouse, mais c'est pas pour les raisons qu'on croit, hein, c'est juste parce que les bons partenaires de chasse sont rares. Petit rappel. Katniss se remémore la première fois qu'elle a croisé Gale dans les bois. Elle était tombée sur un de ses collets et était en train de l'observer parce qu'elle avait déjà essayé d'en poser sans succès lorsqu'il est apparu. Elle l'avait déjà perçu auparavant à plusieurs reprises, dont une fois à l'hôtel de justice lorsqu'ils ont reçu la médaille du courage après la mort de leur père, qui ont été emportés tous les deux lors du même coup de grisou. Lorsque Gale lui demande son prénom, Katniss trop mimi répond d'une voix si faible qu'il comprend Catnip, d'où l'origine de son surnom. À partir de cette rencontre, ils ont commencé à parler de chasse et cueillette. D'ailleurs, j'ai trouvé leur passion. S'ils ne vivaient pas dans ce monde, ils seraient co-animateurs de l'émission Chasse et Pêche. Ça serait hilarant. C'est ta remarque, ça m'a fait trop rire. Et je me souviens qu'on avait cherché la passion de Katniss, si elle pouvait en avoir une. Moi, je pense à la randonnée pour elle et pour Gale. Je suis sûre que ce serait un mec qui fait genre du crossfit et, et vous savez, les Iron Man et les trucs comme ça. C'est sûrement vrai. C'est clair. Au fur et à mesure, ils commencent à partager leurs connaissances, leurs armes, leurs prises, etc. pour s'assurer que leurs deux familles mangent à leur faim. Katniss avoue enfin que Gale est devenu son confident et, je cite, bien plus qu'un partenaire de chasse. Bon, à un moment, faut savoir Katniss, là. Elle ajoute qu'il lui manque et se demande si elle lui manque aussi. Oh. Je trouve ça très mignon, tout ce passage où elle se rappelle de sa première rencontre avec Gale et tout. J'ai bien aimé lire ça. J'aime bien voir leur complicité, leur entraide et tout. Ouais. Un point pour Gale. Oui, j'allais le dire. Je me disais pareil aussi. Je trouve que c'est vraiment... Tu vois vraiment les bons côtés de Gale et tu comprends pourquoi elle l'apprécie bien quand même.
La team Gale, ça c'est pour vous. C'est cadeau, ça. Allez, hop, checklist, c'est fait. Elle compare sa relation à Gale avec celle qu'elle entretient avec Peeta. Et elle se dit qu'elle fait entièrement confiance à Gale alors que tout est faux avec Peeta et qu'ils vont devoir s'entretuer. Mais si tu savais, ma chérie... Moi, j'ai noté que les deux relations qu'elle a avec Gale et Peeta, mais c'est incomparable. Mais oui. Enfin, je peux comprendre qu'elle fasse une comparaison parce que c'est... Enfin, voilà, elle vit deux moments forts avec eux, mais c'est complètement différent. Mais Gale, c'était sa survie au sein du district où ils ont appris... Enfin, voilà, ils ont choisi d'être amis, ils ont choisi de passer du moment ensemble. Là, avec Peeta, elle n'a pas le choix. On lui a à peu près imposé. Et en plus de ça, il y en a forcément l'un des deux, ou voire les deux, qui va mourir. Donc c'est plus compliqué de s'attacher à quelqu'un où tu sais que ça va pas aller bien loin, cette histoire. Mais en plus, elle nous ressort encore son... Et on va se battre en duel, on va devoir s'entretuer. Je me doutais que t'allais rager. Mais crotte, hein, 124, bon sang. Bon, en fait, ça aussi, on devrait le mettre dans le bingo. Oui. En parlant de râler, j'ai pensé à toi, Arwen, en lisant le chapitre, parce que je me suis dit, à un moment donné, on parle des compétences de chasse de Gale, et il y a marqué qu'il a 3 lapins morts suspendus à sa ceinture. Et je me suis dit, oh là là, j'avais pas encore lu ton résumé, je me suis dit, Arwen, elle va réagir dessus. Et je me suis trompée. Bah, disons que, ouais, j'ai pas tout noté non plus. Bah, c'est vrai que l'histoire, elle prend un certain temps dans le chapitre, donc j'ai réduit un petit peu. Mais d'ailleurs, dans ce moment où elle décrit Gale, elle dit qu'il fait 1m80 à 14 ans. Mais wesh, mais il fait quelle taille adulte en fait? Je me suis dit la même chose. Il a mangé quoi à la cantine? Ils sont censés mourir de faim déjà, oui. Puis le gars, il fait quand même 1m80 à 14 ans. Mais les garçons, leur croissance, ça se finit à 18 ans passés. Le gars, il fait quoi? Il fait 2m10 ou comment ça se passe? Mais c'est peut-être pour ça qu'il a beaucoup de succès avec les filles. C'est parce qu'il est très grand. Il est très grand. Et oui, non, mais sinon, pour revenir sur les lapins, puisqu'on en parle, imaginez quand même l'horreur d'avoir 3 lapins accrochés à ton pantalon. Ah. J'ai eu l'image de Hagrid avec ces trucs aussi qui donnent ça. En plus, s'il fait 1m80, ça passe. Gale, c'est Hagrid en fait. Mais là, du coup, je comprends pas pourquoi les filles sont après lui. Hein. Bah, Madame Maxime, apparemment, ça la dérange pas. Hein. On sait ce qu'on va mettre dans le spoiler sans contexte déjà. Un Hagrid avec la tête de Gale. Alors, deuxième point, comparaison avec les films. Déjà, on n'a pas le souvenir avec Gale. Mais à la place, on a une discussion très intéressante, je sais pas si vous vous rappelez, entre Snow et Seneca. Vous voyez ou pas? C'est quand il lui dit que il aurait pas dû lui donner un 12 Un 11, ouais, c'est ça. Ouais. En fait, Snow, il réagit à ça et il demande à Seneca pourquoi il y a un vainqueur. Et il explique que c'est pour... l'espoir, parce que l'espoir c'est la seule chose plus puissante que la peur, et il dit que c'est ok s'il y a un petit peu d'espoir, mais s'il y en a trop ça devient du danger, alors je l'ai vu en anglais, du coup il dit spark, il dit que c'est une étincelle ça va tant qu'elle est contenue, et en gros il dit à Seneca contiens cette étincelle, il le met déjà en garde par rapport à Katniss. Il y a une première mise en garde avant la fin qu'on connaît de Seneca, quoi. Voilà. J'aime beaucoup cette scène. Et en plus, je me faisais la réflexion pendant la scène, c'est que
l'acteur qui fait Snow, il a une apparence de Père Noël avec Oui, ses cheveux blancs, c'est sa vrai. barbe blanche et tout, mais il a un Ouais. regard tellement intense que tu te dis pas que c'est le Père Noël en fait. Tu vois bien que c'est un méchant et je trouve l'acteur est formidable et j'aime beaucoup cette scène. et on voit qu'en fait, il a tout de suite compris, rien qu'en la voyant, il a compris que ça pouvait être un danger. Mm. Il a vraiment l'œil pour ça, c'est vraiment un manipulateur expert. Ouais. N'empêche, Seneca, il a la pire place quand même. Mm. Le pauvre. Le siège éjectable. C'est ça. Mais c'est pire qu'un siège éjectable parce que là, c'est C'est la mort. c'est la mort, ouais, c'est ça. Mais c'est peut-être aussi, je suis peut-être un peu mauvaise, mais est-ce que il a pas vu que Katniss était un danger parce qu'elle avait une broche de Covey? Comme à chaque fois, il fait une fixette là-dessus. Et j'avais une autre question, c'était est-ce que c'est Snow qui dit à Seneca ou c'est Seneca qui dit à Snow qu'une étincelle qu'il faut un gagnant? C'est Snow. En fait, Snow, il pose la question à Seneca, pourquoi il faut un vainqueur? Pourquoi on ne prend pas juste 12 tribus, enfin 12 personnes de chaque district et on les tue tous? Pourquoi il faut un vainqueur? Pour qu'il y ait de l'espoir, parce que c'est ça Pour qui est l'espoir, plus ouais. grand que la peur. C'est vrai que je l'ai mal expliqué tout à l'heure. Non, c'est pas pour ça, c'est parce que justement, il y a un parallèle avec le film du premier préquel, donc la balade... Ça aussi, ça va être dans le bingo. C'est Claire n'arrive pas à prononcer le nom du préquel. Le préquel avec Lucy Gray et Snow, du coup. Celui où il y a une balade avec un oiseau et un serpent, mais je sais plus l'ordre. Remettez les mots dans ce l'ordre. titre aussi. Bah oui, mais il y a beaucoup de mots dans ce titre. j'y Fais-toi un arrive pas. post-it. Les post-it, c'est la vie. Je vais faire ça avec le nom des préparateurs et les numéros des districts aussi. Et justement, il y a un parallèle avec le film du premier préquel. La fin du film est différente de la fin du livre au niveau des jeux de Lucy Gray. Et c'est Snow qui arrive à convaincre la Dr. Gould, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, Ouais. Oui. de justement laisser au moins un des participants en vie parce qu'il faut un gagnant, etc. Mm. Et du coup, ça revient un peu à ce que tu nous expliquais avec cette scène-là. Ah oui, c'est vrai. Mm. Effie vient interrompre les rêveries de Katniss, qui se lève et rejoint les autres pour le petit déjeuner. Lorsqu'elle arrive, Pita, Effie et Emmett sont déjà à table et chuchotent. Emmett finit par lui annoncer que Pita a demandé à être coachée séparément. Alors je me suis fait 2 réflexions. D'abord, Effie serait donc dans la confidence du plan de Pita, puisqu'elle est là cette fois. Et deuxièmement, pour rappel, Katniss n'attendait que ça dans les chapitres précédents, d'être débarrassée de Pita. Elle devrait donc être soulagée, non? On verra plus tard. Hein. Moi, je trouve ce cliffhanger de fin d'épisode absolument incroyable. Depuis le début, je joue la carte de l'équipe et tout, et d'un seul coup, Pita demande à être coachée en solo. Et je lui dis, mais quoi? Comment ça? Non? Oui, ça a de quoi surprendre en première lecture. Suzanne Collins a quand même l'art de finir ses chapitres en beauté. Mais moi, je me demande pourquoi. Enfin, est-ce que c'est une strate de groupe Emmett Pita? Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas mettre Katniss dans la confidence? Bah, Ou est-ce que c'est Pita qui a choisi tout seul? pour moi, c'est pour pouvoir faire l'alliance avec les autres à ce moment-là. Hein. Ah Non. oui, avec les carrières. Parce que moi, je m'étais dit que justement, il avait fait la demande d'être coaché séparément parce que il voulait pas qu'elle sache ce qu'il allait dire à l'interview Ouais, pour lui je suis donner le d'accord. maximum de chances de gagner, etc. Ah. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a le truc avec les carrières en plus. Ouais, pour moi, c'est les deux. Mhm. Pour moi, c'est à ce moment-là qu'il demande à être coaché séparément parce que ça va être la préparation de l'interview. Et je pense qu'il demande à Emmett d'être coaché sur comment dire ce qu'il va dire sur Katniss. Comment la mettre en valeur, elle, plutôt que... Ouais. Mais après, ils veulent pas la mettre dans la confidence parce qu'ils savent qu'elle sait pas mentir et Bah qu'ils oui. veulent ses réactions à chaud au niveau de son visage. Mais c'est horrible pour la pauvre Katniss. Bah ouais.
Il y a le même truc avec le bébé aussi dans Oui. le tome 2 où il lui annonce même pas que genre, elle est censée être enceinte. La tête qu'elle fait à ce moment-là, déjà, quoi? Mais il est fou. Imagine, tu apprends en direct que tu es enceinte. Est-ce que ça compte comme une baby shower à très grande échelle du coup, je sais pas. Bah déjà qu'on lui a fait porter sa robe de mariée. Qui est absolument horrible d'ailleurs. Oh, c'est vrai qu'elle est C'est moche. clair. C'est clair. Merci Arwen pour cette fin de résumé et encore merci Claire. De rien. Passons maintenant au nommage du chapitre. Est-ce que vous avez été inspiré pour aujourd'hui? Est-ce que May, tu veux commencer? Alors, j'y ai pensé hier en mode j'ai encore oublié de faire ça. Et donc, j'ai trouvé qu'un seul renommage, du coup. Et du coup, c'est révélation. Parce qu'on a les révélations de ses skills pour les entretiens individuels, là. Après, il y a la révélation de combien ils ont eu. Et la révélation de Pita à la fin. Voilà. Ça fait titre de Twilight. Oui, c'est ce que je me disais aussi. J'y ai pensé aussi quand j'ai écrit ça. Arwen, t'as trouvé quoi? Alors, moi, j'en ai 3. Bon, ils sont pas exceptionnels, mais bon. Le premier, c'est mais oui, mais non. Parce que Katniss elle est tellement indécise, voilà, c'est horrible. Ça lui va bien. Le deuxième, c'est promenons-nous dans les bois pendant que l'on n'y est pas. Pour la petite balade en forêt avec Gale. Et toujours sur le même thème, mon troisième, c'est Katniss attrape du gros gibier. En parlant de Gale, évidemment. Mais elle n'assume pas. Bah du coup, en fait, c'est même plus attrape du gros gibier, c'est Katniss attrape Hagrid. Claire, t'as trouvé quoi? Le mien est pas terrible non plus. Enfin, non plus. Le mien est pas fou. J'ai manque et trahison. Dans le sens où Gale lui manque et il y a la trahison de Pita à la fin, donc voilà. Ça marche. Moi, j'ai fait assez simple aussi. J'ai noté des larmes et des notes. Oh, poétique. Simple, efficace. Et pas cher. On sent que t'es inspirée au niveau mélodie ce soir à Rose. Mais oui, mais non. Promenons-nous dans les bois. Alors, passons aux personnages ou moments marquants. Est-ce que vous en avez qui vous ont particulièrement touché dans ce chapitre? Arwen, tu veux commencer en musique? Et non, c'est pas en musique, mais j'ai quand même des choses à dire. Alors, vous vous êtes accrochés ou pas? Oh non, elle a choisi Gale. Je le sens venir. J'ai failli aussi. J'ai choisi Gale. Oh là là. T'as raison. Non, mais c'est vrai que, voilà, pour l'instant, ils ont une belle relation, c'est beau cette rencontre, etc. Et puis c'est très touchant qu'ils perdent leur père en même temps. Ils se rencontrent et ils décident d'échanger tous les deux et de faire en sorte de travailler ensemble pour que leurs deux familles survivent. Et ils finissent par devenir une vraie team, quoi. Donc voilà. Et puis je me dis, si je le prends pas là, je le choisirai jamais. Donc, La team Gale, c'est pour vous. C'est vraiment un épisode pour la team Gale parce qu'on a très peu cité Pita en plus. C'est clair. Et du coup, c'est aussi ton moment préféré? Enfin, moment marquant? Alors, en partie, oui, le moment que j'ai bien aimé, c'est l'origin story du surnom de Catnip. J'imagine trop la petite Katniss, toute timide avec sa petite voix, là. Trop mignon. Qui veut continuer, Claire? Ouais, je veux bien. Moi, j'ai choisi Katniss parce que je la trouve trop touchante. J'aime bien
J'aime bien qu'on puisse la voir un peu plus vulnérable aussi pendant le Mm. chapitre parce elle passe par beaucoup d'émotions et qu'elle était toujours un peu sur la réserve depuis le début du tome. Et bon, c'est pas cool pour elle, mais en tout cas, ça fait du bien de la voir pouvoir enfin s'exprimer. Et mon moment préféré que j'ai choisi, c'est quand elle parle de sa rencontre avec Gale. Parce que je trouve ça trop beau, en fait, toute l'affection qu'elle lui porte et le fait que petit à petit, elle se remette à sourire et un peu à être... à vivre des choses un peu plus agréables que juste la survie qu'elle avait avant. Je sais pas, ça m'a trop touchée. Mm. Du coup, Et puis c'est pas instinctif, en plus elle le dit que ça prend du temps pour qu'ils se fassent confiance tous les deux, etc. Tu vois que ça vient petit à petit, quoi. Ouais. Je crois que ça a mis plusieurs mois en plus. Avant, ne serait-ce qu'elle lui fasse un sourire. C'est quand même un peu... Ouais. May, tu as choisi qui? Alors moi, j'ai choisi Roux. Oh. Parce qu'on la voit pas, mais on sait qu'elle a fait un truc de dingue aux entretiens, et voilà. Donc c'était tout mignon. Je me suis dit, elle a beau être petite et frêle, il se cache quelque chose. Et je lui ai fait une petite mention spéciale. Oh. Mon moment marquant. Mon moment marquant, c'est le mec qui tombe le cul dans le saladier. Voilà, vous avez choisi toutes des moments émotions, c'est trop mignon, machin, et la meuf, non, voilà, une blague pipi caca, il tombe le cul dans le saladier, c'est très drôle. Voilà. C'est moi la plus vieille, mais c'est moi qui raconte plus de conneries. Et du coup, toi, Amandine, est-ce que t'as un préféré? Oui, déjà j'ai hésité avec Gale et Katniss, mais j'ai finalement choisi Haymitch parce que j'avais choisi Katniss au chapitre dernier, donc mon cœur a penché pour Haymitch parce que j'aime bien le fait que dans ce chapitre il commence vraiment à prendre sa place comme mentor. Il rassure Katniss quand elle est pas bien suite à ce qu'elle a fait, et à la fin on voit qu'il a commencé à discuter avec Pita parce qu'on sait qu'il va le coacher séparément, et je trouve qu'il commence vraiment à vraiment prendre sa place de mentor, quoi. Il en veut, j'ai l'impression. Et aussi, j'aime bien qu'on voit sa touche de rebelle, tout en voyant ses traumas aussi. Enfin voilà, je l'ai bien aimé dans ce chapitre. Et du coup, C'est vrai. pour mon moment préféré, j'ai failli tricher et dire que je choisissais la scène du film dont j'ai parlé entre Snow et Seneca. Ah ouais. Parce que j'adore cette scène. Mais j'ai quand même choisi une scène du livre, et juste c'est le moment des rires, en fait, où tout le monde rigole, et même Effie, elle a sa petite touche pour se joindre à eux et râler contre les juges. J'adore ce moment où Katniss est réconfortée. Voilà. Tout mignon, tout chou. Trop chouette. Poursuivons avec la surprise que May nous a préparée, enfin le personnage surprise peut-être. Déjà, est-ce que c'est un personnage Oui. qui est dans ce chapitre? Non, qui n'est pas dans le chapitre, mais qui est légèrement cité. Il est même pas cité. Il est même pas cité par son prénom. Ah, je sais, c'est Plutarque. Non. Non. On les a induits en erreur, c'est pas sympa. Qui ça peut être? Quelqu'un qui est cité, Mais pas par son prénom. mais pas La mère de par- Katniss. Non. Ah. Tu nous poses une colle, là. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Vous allez vous attendre à un truc de fou, alors que non. C'est Burdock Everdeen. Ah, Oh. intéressant. J'avais pas d'idée. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais prendre? Donc voilà. C'est qu'il est cité dans le chapitre. Oui, il est cité en mode les pères. Ouais, quand elle raconte son histoire avec elle. Ouais. Trop hâte que tu nous racontes sa romance avec Otto. Attends, rigole pas, parce que quand je cherchais des choses sur les différents sites, eh ben, tu tombes forcément sur des posts Reddit où ils sont là, Otto, machin, la preuve que Burdock est amoureux d'Otto. C'est là genre, mais enfin.
Mais il est marié. Alors, donc Burdock Everdeen. Au niveau de l'étymologie, Burdock, c'est la bardane en français, et Claire, elle avait déjà fait tout un point plante. Est-ce que vous vous rappelez de quelle famille est la bardane? Moi, je m'en souviens, mais je pense que vous aussi. C'est toujours la même? Oui, c'est les astéracées. Ça aussi, ça peut rentrer dans le bingo. Hein. Ouais. Donc c'est une plante à fleurs. Voilà. Et c'est aussi une plante médicinale. Mais elle est aussi cultivée comme plante potagère pour sa racine consommée comme légume, comme la Katniss. Et en anglais, burdock, ça provient de deux mots, bur et dock. Alors, bur, on peut aussi écrire avec deux R. C'est l'enveloppe épineuse d'une graine. Donc en fait, ça fait référence à la graine de la bardane. C'est une espèce de boule avec plein de pics qui est au-dessus de la plante. Et en gros, vous savez, on en a aussi des fois des petites plantes comme ça par chez nous où en gros, ça colle, ça s'envole avec le vent et après ça colle de partout. Les petits bouts des pics qui sont un peu crochus et collantes. Oui. Et apparemment, la bardane, c'est pareil. Et dock, qui est aussi une plante sauvage qu'on pourrait traduire en français par de l'oseille. Donc le pauvre, ça ne lui réussit pas parce qu'il n'est pas plein d'oseille. J'ai pensé à ça, je me suis dit, oh bah tiens, il fait pas partie du bon côté. Alors, Burdock, il vient du quartier de la Veine, tout comme Mitch. Ils étaient tous les deux amis quand ils étaient enfants. Dans Lever de soleil sur la moisson, on apprend qu'il est cousin, alors éloigné ou pas, j'ai pas réussi à avoir de précision, avec Lénore Dove. Donc, logiquement, Burdock, ce serait un Covey. Déjà enfant, Burdock aimait la liberté puisqu'il sortait déjà du district afin d'errer dans les bois. Il y a d'ailleurs entraîné son ami Mitch avec lui. Tant qu'à faire. Adolescent, il commence à chasser et à troquer ses prises. Il recherche également des plantes médicinales à vendre à l'apothicaire. En parlant de l'apothicaire, il est amoureux d'Astéride qu'il essaye de séduire en lui chantant la sérénade. Ce qui ne marche pas trop au départ. Alors, le jour de la moisson des 50e Hunger Games, il offre à Astéride des brins de camomille en guise de porte-bonheur et elle, apparemment, elle les redonne aux gens après. Parce que j'ai lu sur la page wiki que c'était lui qui offrait le brin de camomille. Et quand j'ai recherché dans le livre, c'est Astéride qui offre à Mitch le brin de camomille afin de lui porter chance. En disant que c'était une idée de Burdock, donc je sais pas. Il sauve Otto en lui mettant un coup de pied dans le genou pour le faire tomber et ainsi le sortir de sa torpeur, après la mort de Woodbine Chains. Je sais pas si vous voyez, Woodbine Chains, il court, les pacificateurs lui tirent une balle, et du coup tout le monde s'allonge parce que les pacificateurs leur donnent de le faire, et Otto, il reste bloqué. Ouais, j'en avais parlé quand je parlais d'Otto. Ouais. J'ai fait son personnage. Ouais, c'est ça. Et donc Burdock, il est à côté, il lui fout un coup dans le genou, nice, pour le faire tomber. Enfin, pour qu'il se couche. Après, on a un petit trou au niveau de sa vie, parce que c'est tout le moment qui correspond au jeu des Mitch, où du coup, on n'a pas d'infos. Une fois Mitch rentré de l'arène, Burdock tente d'éteindre le feu chez Mitch. Le feu qui aura tué donc sa mère et son frère. Burdock fait partie du cortège lors des funérailles de la mère et du frère, allant jusqu'à porter le cercueil. Ou les cercueils, on ne sait pas trop lequel il porte. Il est présent pour son ami avec l'aide d'Astéride et de Blair, un autre ami. Tous les trois veillent sur Mitch et Astéride lui fournit des somnifères en sirop. Burdock fournit des vêtements à Mitch parce que du coup il a tout perdu dans l'incendie de sa maison. D'ailleurs, petit point rigolo, parce que j'ai été obligée de regarder la page wiki en anglais parce que la page wiki en français il y avait beaucoup moins d'infos. Et dans la version, dans le wiki anglais, il dit que Burdock donne des hand-me-down clothes à Mitch. Oui. Et ça m'a fait penser à A Harry Potter Musical, où t'as Drago qui dit « Hand me down clothes, you must be a Weasley ». Voilà, j'ai rigolé toute seule. Est-ce que ça veut dire que c'est de seconde main? Oui, je suis pas crois. sûre d'avoir la traduction, c'est pour ça.
Si, c'est ça. Ouais. C'est 2 secondes. Hand me down, alors down pour bas, mais du coup, je comprends pas la... Enfin, la traduction littérale, je l'ai pas, mais oui, c'est ça, c'est pour le seconde main. Oui. D'accord. Et du coup, c'était drôle. Après la mort de Lénordov, Burdock et Astéride essayent tant bien que mal de soutenir Emmich, mais celui-ci continue de les rejeter. Jusqu'à un jour où il leur lance des pierres, et Astéride s'en prend une dans la tête. Donc du coup, à partir de ce moment-là, Burdock et Astéride ne cherchent plus à aider Emmich. C'est horrible. Ouais, le pauvre. Mais bon, après, il l'a un peu cherché, hein. Bah Aller ouais, jusqu'à mais blesser c'est ses parce amis. qu'il est tellement mal, quoi. Ouais. Ouais. C'est terrible. Lors d'une séance de chasse, il rencontre Emmich dans la forêt et il l'aide à trouver la tombe de Lénordov. Mais il ne lui pardonne pas son geste envers Astéride quand même. Ensuite, on a un trou, on sait que 10 ans plus tard, à peu près, Burdock et Astéride sont mariés et Katniss est née. Prime suivra quelques années plus tard. Il apprend à ses filles des chansons, mais Astéride, et pas Astérix, Je sentais que t'étais à ça à chaque fois que tu l'as dit. De dire Astérix. je l'imagine avec un casque avec des ailes. Et ben, Une moustache. après tout, elle est apothicaire, elle peut faire de la potion. Elle peut faire la potion. Elle pouvait pas s'appeler Astrid. C'est Panoramix. C'est Panoramix. C'est Panoramix. Alors, mais du coup, Astéride est contre, car c'est interdit. Il continue tout ce temps à chasser et à faire du troc avec les habitants du district. Il en profite pour apprendre à Katniss à chasser, à manier l'arc, à reconnaître les plantes utiles, etc., etc. En parallèle de tout ça, Burdock travaille à la mine. C'est d'ailleurs la mine qui aura raison de lui. Il perdra la vie lors d'une explosion avec bon nombre d'autres miniers, comme le père de Gale. Même après sa mort, Burdock survivra dans la mémoire de sa famille et Katniss puisera une grande force en elle en réutilisant toutes les compétences acquises grâce à son père. Voilà, ça c'était son petit message à la fin. Ensuite, le rôle de Burdock sera joué par Scott Greenan, un acteur écossais pour Lever de soleil sur la moisson. Le physique de l'acteur est cohérent avec l'acteur de la trilogie, et donc il n'est pas cohérent avec les livres, mais bon, c'est pas grave. Et je trouve qu'il ressemble vachement à l'acteur de la trilogie. L'acteur a cependant 35 ans, mais va jouer un petit minot de moitié moins son âge. C'est fou. Mais il a une petite bouille de jeune, donc en fait ça va. Et voilà, donc on a hâte de le découvrir à l'écran et de découvrir cet acteur parce que je le connais pas. Voilà. Moi non plus. Moi non plus. Courte vie, mais intéressant. Merci beaucoup, May, pour De rien. ce personnage Merci. surprise. Merci. Avant de passer à la surprise que je vous prépare, je voulais aborder un petit point, enfin revenir sur quelque chose qu'on avait dit. Je crois que c'était Claire, t'avais dit que il y avait des montages pendant le défilé des tribus sur comme quoi on voyait Emmich qui baissait la tête pendant le défilé et on avait essayé de vérifier et en fait on avait dit qu'il n'y avait pas, mais en fait si. Dans le film, il y a bien un plan sur Emmich qui baisse la tête pendant le défilé. C'est au tout début du défilé. Si vous voulez le timecode, c'est à 32 minutes 18. Donc voilà, c'était juste cette petite rectification que je voulais faire. Est-ce que je peux avoir un point? Un point pour Claire. Merci. J'adore. Là, t'as pris une toute petite voix. Est-ce que je pourrais avoir un point? Ah oui, mais j'en avais pas encore vu depuis le début. Et ensuite, on voulait vous parler d'une théorie qui a beaucoup circulé ces derniers temps. C'est une théorie qui indique que les jeux de Katniss auraient lieu en 2100 et donc ça ferait que les premiers jeux auraient lieu en 2026. Vous avez vu toutes les trois passer cette théorie. Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez avant que je fasse ma tirade? Ça fait flipper. Moi, je suis pas convaincue. Erwan? Bah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. J'ai envie de dire, il n'y a rien qui dit oui, il n'y a rien qui dit non. Eh bien, je Allez. vais te donner des indices
pour savoir si tu vas plus pencher vers le oui ou vers le non. Claire, tu voulais rajouter quelque chose ? En vrai, je vais rien dire parce que j'ai peur d'empiéter sur ta surprise. Je vais Non, juste si, dire vas-y. que je suis pas convaincue. Ouais. Je me dis quand même, si c'était cette année que c'était censé arriver, il y a quand même des trucs qui auraient dû se passer avant. J'ai l'impression d'être Madame Irma en train de dire ils ont pas très bien prédit l'avenir. Dans le sens où il y a quand même les 10 ans de... Enfin, non, c'est pas 10 ans. Il y a plusieurs années de terreur avant le lancement des Hunger Games et tout. Ouais. Je vais faire le point sur tout ça. Voilà, j'avais dit, il fallait que je dise. T'inquiète. Mais avant même de commencer à faire le point, je voudrais juste signaler que, en admettant que c'est le cas, en admettant que les premiers jeux, enfin que les jeux de Katniss soient en 2100, ça voudrait pas dire que les premiers jeux sont en 2026, mais en 2027. Ça, c'est la première chose que je voulais corriger. Oui, parce que on prend en compte 75e alors que c'est 74. Ouais, en fait, tout le monde fait moins 74 alors que c'est pas vraiment le calcul qu'il faut faire parce que, je vous laisse voir par vous-même, mais en gros, si 2100, ça correspond à la 74e édition, la première édition, c'est en 2027. Voilà. Et je voulais juste dire aussi qu'en fait, cette théorie, je pense qu'elle fait le buzz surtout parce qu'elle coïncide avec l'annonce de Donald Trump et ses Patriot Games. Alors bon, on va pas trop s'attarder sur le sujet, mais voilà, les Patriot Games ont été beaucoup comparés aux Hunger Games, sans entrer dans le détail de pourquoi c'est problématique. Je laisse chacun se renseigner pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans les Patriot Games. Donc voilà, je ferme cette parenthèse et on se reconcentre sur Hunger Games. Donc, on va faire un petit point chronologie et voir si ce serait possible que les premiers jeux soient en 2027. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que y a aucune date qui n'est précisée dans la saga. À aucun moment, il y a une date quelconque, que ce soit dans le futur ou dans le passé. Il n'y a rien de canon, rien de précisé. Mais donc, on sait que Panem a été construit suite à la chute de ce qu'était l'Amérique du Nord, après de nombreuses catastrophes naturelles, et même après des guerres civiles pour se disputer les dernières ressources qui restaient après toutes les catastrophes naturelles. Donc déjà, ça veut dire que y a tout le temps de l'effondrement en fait, de la société actuelle qu'il faut commencer à prendre en compte. Sachant que Suzanne Collins a publié le premier tome en 2008, donc on peut supposer qu'elle l'a écrit un peu avant, mais en tout cas, on va dire jusqu'à 2008. Et au moment où elle l'écrit, alors c'est juste une supposition de ma part, mais j'ai plutôt l'impression qu'elle parle d'un monde futuriste après son époque, qui commence en fait après son époque. Elle revient pas en arrière pour dire il y a eu des catastrophes en déclinant le monde actuel. J'ai l'impression que son propos c'est plus si on continue dans la direction que prend le monde, il peut se passer ces catastrophes-là et après on peut arriver à une société dystopique. Donc les premières catastrophes naturelles arriveraient un peu là, maintenant, en fait. pour moi, là, en 2026, dans le monde de Hunger Games, on n'est pas dans les premiers jeux, mais on est au moment où la société s'effondre. Et donc, après l'effondrement, il faut se dire qu'il y a toute la phase de reconstruction de Panem, sachant que c'est pas n'importe quoi comme reconstruction, vu qu'on arrive quand même à une société avec une technologie extrêmement avancée, donc ça met beaucoup, beaucoup de temps à se faire. Dans La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, je l'ai casé, il y a la mention du président Ravin Steele, qui est en fonction depuis bien avant les jours obscurs, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs années où Panem est en phase de prospération, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas Panem fonctionne bien. Prospérité, merci. Panem fonctionne bien avant les jours obscurs. Il y a déjà aussi toute une phase, donc il y a eu toutes les catastrophes qui prennent du temps, toute la reconstruction qui prend du temps avec l'apparition de technologies très pointues, très avancées,
phase de prospérité. Et après, il y a les jours obscurs. Les jours obscurs, ils durent 3 ans. Puis enfin, on a le traité de la trahison qui est suivi des premiers jeux. Donc, c'est quand même il faut quand même un paquet d'années pour arriver à ça. Et ce qui fait le plus consensus, c'est de dire que ça prend environ 300 ans entre notre époque actuelle et l'époque de Katniss. Donc, enfin, quand je dis notre époque actuelle, c'est 2008, mais voilà, on y est encore un peu. Et ça, c'est plus ou moins confirmé par une première version du script du premier film. Et c'est là, mesdames et messieurs, qu'on en arrive à ma surprise. Parce que, sachez que, si vous allez sur le site thehungergames.fandom.com/wiki/timeline, parce que c'est la page timeline, dans les sources qui sont citées, la 4e source, c'est tout simplement le PDF du premier script, de la première version du script des premiers films. Et c'est ça ma surprise, c'est que j'ai découvert ça, je sais pas si c'est quelque chose de connu ou pas, vous en aviez déjà entendu parler ? Non. J'ai jamais entendu parler. Et je trouve ça fou que ce soit à disposition comme ça. C'est dingue. Donc j'ai regardé le début du script et il y a plusieurs scènes qui sont ajoutées. Donc si vous le voulez bien, je vais vous raconter les premières scènes qui changent par rapport au film final. Trop bien. Je pensais pas que c'était accessible comme ça. Bah, je pensais pas non plus, c'est ça qui m'a incroyable choquée. comme décision. Alors j'ai dit comment y accéder. Je sais pas si c'est normal que ce soit mis là comme ça, mais en tout cas, je laisse chacun accéder au site si elle a envie de voir. Mais je vais moi-même vous raconter les premières scènes. Donc je précise que c'est vraiment juste du premier script, ça n'a pas du tout été tourné. C'est même pas des scènes coupées. Donc si par moment vous m'entendez dire on voit ci, il y a un plan sur ça et tout ça, c'est moi j'ai rien vu. C'est juste pour vous aider à imaginer la scène. Moi-même je n'ai fait que lire le PDF. Donc PDF qui est en anglais, donc c'est ma propre traduction. Alors je vais pas j'ai pas traduit mot à mot, mais voilà, c'est ma traduction, ma version des faits. Donc ça commence avec des phrases qui sont écrites à l'écran, donc ça c'est un peu comme le film final, sauf que c'est pas exactement les mêmes phrases, là c'est un peu plus récité, alors que dans le film final c'est juste un extrait du traité de la trahison. Là ça parle des jours obscurs, de la rébellion, et des districts, et tout ça, c'est un petit peu plus long. Et ensuite donc on a la première scène. Et là, on est du point de vue d'un tribut dans une arène. Le décor, c'est une ancienne ville complètement en ruine, recouverte par la végétation. Et c'est précisé que cette ville, c'était Aspen, qui est une ville dans le Colorado, mais c'était Aspen il y a 300 ans. Et c'est là que ce que je disais tout à l'heure, le fait que ce soit 300 ans après notre époque actuelle, c'est ici que c'est noté dans la première version du script. Ça, au final, ça n'a pas été utilisé dans le film final, donc chacun est libre de considérer ou non les 300 ans comme canon ou pas. Mais voilà, en tout cas, c'est là. Donc on suit le point de vue d'un tribut. Il essaie de s'échapper dans cette ville en ruine. Il court pour trouver un abri, mais il se fait surprendre par un garçon qui a une batte avec des picots. Et là, donc, la caméra, c'est le garçon, et en fait, la caméra se fait assommer, écran noir, le tribut est mort. Scène suivante, on a une vue sur la grande place du district 12, où 2000 personnes regardent les jeux sur un écran géant. Il est noté que leurs yeux sont vides et sans vie. À la télé, il y a Temple Smith qui commente ce qu'il vient de se passer en disant « Encore une fois, les 2 tribus du district 12 sont morts. Au moins cette année, il y en a au moins un qui a tenu jusqu'au jour 2. » Oh, mon Dieu. On comprend donc que l'image qu'on voyait était celle
du tribu garçon du district 12. Et ensuite, on voit Corina, qui est la mère du garçon. Et c'est noté qu'elle a le visage blanchi par le deuil. Enfin, il y a marqué « white with grief », je sais pas trop comment le traduire en français, mais donc c'est ça, c'est blanc et endeuillé. Et dans la foule, on voit Katniss, qui se met en mouvement pour retrouver Prime. Et il y a marqué que Katniss a 15 ans et Prime 11, donc on est une année avant le début de l'histoire. Et elles ont un bref échange où Prime demande à accompagner Katniss qui part chercher le dîner. Et Katniss, elle lui dit non. Ça aurait été drôle que ce soit le moment où elle essaye de lui apprendre à chasser. Ouais. Et en fait, là, Prime, elle dit mais il faudra bien que j'apprenne un jour. Et Katniss, elle répond qu'un jour, c'est pas avant un long moment. Ou pas. J'aurais bien aimé la voir en train d'essayer de sauver les animaux que Katniss est en train de tuer. J'aurais bien aimé voir ça. Et là, on a un petit clin d'œil à Peeta qui regarde Katniss s'éloigner de la foule. Un point pour Peeta. C'est vraiment Là, gratos, t'abuses. Comment ça, j'abuse pas du tout? Je trouve que c'est son premier en plus depuis le début de l'épisode. Eh ouais. On a aussi un plan très rapide sur Haymitch qui est au Capitole en train de boire. En fait, on voit sa réaction au fait que le tribut du 12 est mort. C'est lui qui est filmé à l'écran. Ensuite, on change de plan et on voit Katniss qui est dans la forêt en train de chasser. Il y a Gale qui l'a rejoint. Et là, on a un peu un échange qui peut ressembler à ce qu'il y a dans le film, mais même si là, du coup, c'est un an avant, quoi. C'est juste, il y a quelques petits échanges sur ce qu'ils pensent du Capitole et tout, ça se ressemble un peu. Et d'ailleurs, c'est marrant. Gale, il dit, il parle à Katniss de leur futur un peu. Et Gale dit à Katniss, peut-être que tu préférerais déménager dans la ville et épouser un mineur ou un boulanger. Oh Et avoir 10 enfants ou quelque chose comme ça. C'était marrant ce clin d'œil. Et ensuite, il y a plusieurs moments de chasse. On les voit à plusieurs moments de la journée en fait, en train de chasser et à chaque fois à récupérer plus d'animaux et de plantes. D'ailleurs, à un moment, Katniss empêche Gale de manger une feuille qui le rendrait malade. Donc encore un petit clin d'œil sur le fait que Katniss elle connaît bien les plantes, quoi. Et ensuite, sur le chemin du retour, il y a un silence soudain. Les oiseaux ont arrêté de chanter. D'un coup, quelqu'un se précipite près d'eux. C'est une fille, environ l'âge de Katniss, mais habillée différemment. Rousse, c'est Lavinia. Ah, on voit cette scène dans le script. Ouais. Elle est terrorisée et court pour sa vie. Ils essaient de comprendre ce qu'elle fuit en tournant la tête, mais ne voient rien. Puis l'Overcraft apparaît. Il se cache. Une voix depuis l'Overcraft dit à la fille de se rendre, puis un filet descend sur Lavinia et l'enveloppe. Elle regarde Gale et Katniss, terrorisée, un regard qui appelle à l'aide. Gale commence à se relever, mais Katniss le retient en lui disant qu'il se ferait tuer. Le filet se resserre sur Lavinia, elle est tirée dans les airs, et en quelques secondes, elle est capturée par l'Overcraft. Et du coup, il n'y a pas le mec ? Non, il n'y a pas le... Elle est toute seule c'est dans pas précisé, le ouais. script. Ah ouais. Et du coup, j'ai vérifié, et donc j'ai regardé plus loin dans le script, et du coup, quand Katniss est au Capitole, elle revoit Lavinia, et c'est bien précisé que c'est la même. Ensuite, on a une scène à la plaque. Katniss est en pleine négociation avec un certain Opécon qui vend du pain. Puis Peeta arrive en disant que il échange 2 pains contre les lapins de Katniss. Et d'ailleurs, le Opécon, il est pas content parce que lui, il voulait proposer qu'un seul pain. Donc, Peeta remporte un peu la mise, quoi. Et il y a marqué que Peeta, il a un œil au beurre noir qu'il essaie de cacher. Oh. Ah, sa mère. Oh.
Et puis, donc Pita et Katniss se disent au revoir et c'est marqué que Gale a surveillé cet échange. Oh non, mais ça fait très accès romance, quoi. Hein. Mention du boulanger qui se mariait, l'autre qui guette au coin du coin de l'œil. Je trouve que ça fait vraiment passer Gale pour quelqu'un d'encore pire que ce qu'il est dans le film. Moi, je trouve que ça correspond bien. Allez, hop. On a dit trop de bien. J'étais trop gentille avec lui dans cet épisode, il fallait bien. Puis Katniss part de la plaque et au passage elle voit Corina, donc qui était la mère du garçon qui est mort dans les jeux le matin même. Et elle lui donne des baies qu'elle a accueillies dans la forêt en disant que ça l'aiderait à dormir et que sa mère prend les mêmes. Oh. Puis Katniss est rentrée chez elle, elle parle avec Prim et sa mère et on a ici une explication du système des Tessera. Qui n'est pas présente dans le film final, mais là c'était expliqué dans la première version. Et puis elle commence à s'endormir quand Katniss chante Deep in the Meadow, qui est la berceuse, enfin la chanson qu'elle chante aussi à la mort de Rue. Ensuite, il y a la mention d'un an plus tard. Et puis on voit la préparation des armes pour la reine des prochains jeux, mais aussi des chiens sauvages à l'air menaçant. Oh. Et c'est marrant parce que le script, je vous laisserai aller le jeter un coup d'œil aussi parce qu'il y a plein de précisions entre les dialogues. Je sais pas comment dire, mais c'est très... Mise en scène. C'est plus des commentaires en fait. Par exemple là, il y a marqué que Seneca Crane est dans le centre de contrôle. Et pour décrire le centre de contrôle, il y a marqué que c'est NASA on steroids. Donc comme si on était au quartier de la NASA, mais aux stéroïdes, quoi. Donc c'est vraiment plus, avec des écrans technologiques et tout. Donc j'aime bien ce genre de précision. Une petite note, aller voir, ouais. Donc on voit Seneca qui est au centre de contrôle, et il surveille un certain Beto, qui est un employé du Capitole, je sais pas trop comment dire, un game maker, je sais pas. Et ce Beto, il devrait être en train de travailler pour préparer les jeux, mais il est en train de dessiner à l'écran. Et donc Seneca, irrité, il efface le dessin, et il dit à Beto, « Tu es là pour travailler, sauf si tu penses que les tribus vont se tuer eux-mêmes. » Oh. C'est horrible. Ouais, c'est fou cette phrase parce que... Puis en plus, ça n'a pas de sens parce que oui, ils vont se tuer eux-mêmes, enfin... Bah, ils sont censés le faire, mais là, du coup, en gros, on est là pour leur donner un petit coup de pouce, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. En anglais, la phrase c'est « Unless you think all those tributes are just going to kill themselves », avec themselves écrit en italique. Donc, ouais, c'est... Pour moi, c'est sous-entendu, c'est un peu notre job aussi de les tuer, quoi. Je trouve ça horrible. Et ensuite, on a le plan sur Katniss et Prim qui se préparent pour aller à la moisson. Donc, comme il y a déjà eu la scène dans la forêt, on est directement au moment où elles se préparent et puis après elles vont à la moisson. Et là, c'est la mère de Katniss qui donne la broche du Gémeaux cœur à Prim. Donc comme quoi même dans la première version du script, Madge n'était pas présente. Ouais. Pauvre Madge. Alors qu'on aurait pu avoir une belle romance. Donc voilà, comme on a rejoint le film, je m'arrête ici. Waouh. Merci. Génial. Avec plaisir. Et du coup, le PDF, c'est vraiment sur tout le script du film ou c'est juste quelques parties du début ? C'est tout le script. Oh, waouh. C'est vraiment tout le script et j'ai essayé de le feuilleter, entre guillemets, un peu, enfin feuilleter à l'écran, quoi. Et j'ai l'impression que, ouais, il peut y avoir des différences, donc je pense que je vais le garder précieusement et de temps en temps, j'irai vérifier s'il y a des différences entre le film tel qu'il a été fait et le film tel qu'il avait été écrit en premier. Voilà. Trop bien. Je suis en train de farfouiller un peu le script du coup que tu nous as dit. Dedans, il y a même des mentions de Venia, Flavius et tout.
Ils avaient prévu vraiment de mettre tout le monde dedans. Sauf Madge. Oh, sauf Madge. La pauvre. La pauvre. Mais c'est trop bien ce genre de truc. Et ben merci Amandine pour ce petit Ouais, point. merci Amandine. Merci beaucoup. Avec C'était plaisir. super intéressant. Quand j'ai découvert ça, j'étais vraiment comme une folle, quoi. J'étais hyper choquée que ce soit disponible comme ça. Enfin, je trouvais ça génial. Mhm. Je vous propose qu'on passe maintenant aux missives interdistricts, parce qu'on a encore reçu quelques messages d'auditeurs, auditrices surtout là. On a notamment Laura et Sari qui ont réagi sur les théories qu'on se faisait par rapport à Sina, sur son choix du district 12 et sur quand est-ce qu'il a rejoint la cause de la rébellion. Et donc Laura nous dit: ma théorie concernant Sina pour son choix du district 12 pour se faire de la pub. Dans le 2, on apprend que sa boutique a explosé à la suite des jeux et des tenues de Katniss. Je pense que c'était réfléchi. Le 12 est toujours mal habillé. Faire une tenue de dingue va surprendre et mettre son travail en valeur. Pour moi, sa rébellion vient après parce qu'il s'attache à Katniss. J'ai une vision capitaliste. Donc ça, c'était le message de Laura. Est-ce que vous avez déjà des réponses à faire ? Je le vois pas trop comme ça, mais peut-être. Hein. Ouais, on en avait parlé un peu en off. J'ai du mal à me dire que s'il va au 12, ça lui fera de la pub. Mais pourquoi pas? Ouais, bah, je comprends l'idée que c'est pour pouvoir se démarquer plus facilement par rapport aux autres tenues qui ont été faites pour le 12. Mais moi, j'ai tellement l'impression que le 12, il est dénigré par tout le monde, en fait, que même s'il ferait des trucs de fou, par principe, c'est le 12, ils y prêteraient peut-être pas attention. Alors bon, on a bien vu que finalement, non, il fait tellement des trucs de fou avec les robes de Katniss qu'effectivement, ça fonctionne. Mais c'est quand même un sacré coup de poker de se dire, je vais aller dans le 12, je vais faire un truc de fou, et ça va me faire de la pub. Je suis assez d'accord avec vous. Mais j'ai du mal à voir le côté mercantile derrière, dans le sens où qu'ils le fassent pour le plaisir du challenge, genre ils sont toujours mal habillés, du coup bah, j'ai envie de les mettre en valeur cette année. Ça, je peux le concevoir. Mais j'ai du mal à me dire, ah oui, comme ça je vais faire plein de ventes derrière. Et je sais pas pourquoi je l'imagine pas avec des ambitions capitalistes. Peut-être je me trompe aussi. Mais ouais. Ouais, je te rejoins aussi. Mais de toute façon, moi, je préfère ma théorie comme quoi il était rebelle dès le départ. Et Sari, donc toujours sur le même sujet, nous dit: c'est super intéressant la réflexion sur Sina, et quand il est entré dans le camp des rebelles, pour ma part, je m'étais toujours imaginé Sina comme un homme avec un potentiel de rebelle, d'où son envie de se démarquer en choisissant le 12, alors que ce sont des outsiders. En ce sens, pour moi, c'est quelqu'un qui a la volonté de se démarquer et qui va ensuite le faire avec le côté pyrotechnique et spectaculaire de ses costumes, mais qui le fait de base en adoptant une certaine sobriété dans son apparence, contrairement aux autres stylistes. Et cette volonté de se démarquer, pour moi, coince avec l'idée qu'il était déjà officiellement rebelle dès le tome 1. J'ai l'impression qu'il a adopté la cause des rebelles par le biais de Katniss et Peeta. En tant que rebelle, il serait plutôt recommandé de faire profil bas. C'est intéressant aussi. Ouais. Je veux quand même garder ma théorie comme quoi il était déjà rebelle avant. Je suis assez d'accord avec Amandine, parce que je me dis, sinon il n'aurait pas demandé de tenir les mains. Et Sahari ajoute sur un autre sujet: pour la vocation de Katniss dans un monde concret, je la verrais faire un métier pratique et manuel, style agriculture, menuiserie. Ou co-animatrice de chasse et pêche. Merci. C'est vrai que ça lui irait bien le côté agriculture et travail de la terre et tout. Enfin, du travail manuel. Ensuite, on a eu une réponse d'une cavalière, parce qu'on se demandait si les chevaux pouvaient faire le parcours de 20 minutes à travers le Capitole. Sans guide. Sans guide. Et donc Eden nous répond:
Pour moi, si les chevaux sont très bien entraînés et qu'ils leur font répéter et répéter le parcours, c'est jouable, tout comme le fait que ce soit à la queue leu peut aider. Mon prof bossait des reprises de dressage pour ses compètes. Il les déroulait pas toujours de la même façon, car à force de la bosser dans le même ordre, le cheval anticipait et partait en avance sur les mouvements. Et peut-être aussi que devant le tout premier chariot, il y a une sorte de guide, et comme après ils se suivent, ça Il n'y a fonctionne. pas de problème. Ouais. Mhm. Ça se tient. Merci Bah Eden oui. pour ta réponse. Merci Eden. Merci Sari Eden et Sari et Laura. Sally et Laura. Et Laura aussi. Et globalement, merci à toutes les personnes qui nous disent quand elles nous écoutent. C'est toujours sympa de recevoir des messages et c'est toujours dit avec gentillesse, donc merci à vous. Merci Merci beaucoup. tout le monde. Merci tout Et le en monde. plus, apparemment, on a donné envie à plusieurs personnes de se replonger dans la saga et ça, c'est trop cool. Oui. Mhm. Trop bien. Merci les filles pour cet épisode. Merci à toi. Bisous. Et merci également aux auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, peut-être qu'on peut demander à nos auditeurs de laisser un mot en commentaire de l'épisode. Quel mot on pourrait utiliser pour qu'ils mettent en commentaire et qu'on sache qu'ils ont écouté jusqu'au bout. Un point pour la voix des Gémeaux cœur. J'aurais pensé à un truc en rapport avec Astérix. Donc voilà, si vous arrivez à caser le mot Astérix dans votre commentaire, on saura que vous nous avez écouté jusqu'au bout. Encore une de mes conneries en plus. Pensez également à vous abonner et à nous laisser 5 étoiles si la plateforme vous le permet. Ça nous aide à gagner en visibilité et à partager nos analyses pointues et nos bêtises, surtout nos bêtises, Surtout les bêtises. avec encore plus de monde. Pour nous joindre, vous pouvez au choix laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute si elle le permet, nous envoyer un message sur Instagram ou nous envoyer un mail. Tous les contacts sont comme toujours en description de l'épisode. On se retrouve dans 2 semaines avec le chapitre 9 qui conclut la première partie du tome. Déjà. Ouais, déjà. Déjà. Je me rends pas compte, ça passe trop vite. Ouais. C'est incroyable. Hein. Katniss va bien prendre le fait que Pita veuille être coachée séparément. Réel ou pas pas réel? Au revoir tout le monde. Au revoir. Salut tout le monde. Salut.